Bienvenue, cher auditeur, dans ce doux voyage à travers les brumes du temps. Alors que le monde moderne s'estompe autour de vous, laissez-moi vous guider vers les ombres fascinantes du Moyen-Âge, où les châteaux s'élèvent dans la brume et où les destins des royaumes reposent entre les mains de souverains aux tempéraments variés. Cette histoire est conçue pour vous offrir un moment de calme et de détente, peut-être même pour vous accompagner doucement vers le sommeil, bercé par les récits d'un passé lointain, mais toujours résonnant dans notre mémoire collective. J'aimerais savoir d'où vous nous écoutez ce soir. De quelle région de France, de Belgique, de Suisse ou du Canada nous rejoignez-vous? Est-ce le crépuscule qui tombe doucement sur votre fenêtre ou les premières lueurs de l'aube qui commencent à poindre? Partagez votre coin du monde dans les commentaires, car j'aime imaginer cette communauté d'âmes curieuses rassemblées autour de ces récits historiques. Si ces voyages dans le temps vous apaisent et vous intriguent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations des époques révolues. Chaque histoire est une nouvelle porte vers un monde qui a jadis existé. Maintenant, fermez les yeux et laissez-vous porter. Les bruits de notre époque s'estompent, les préoccupations quotidiennes s'évanouissent. Nous remontons le cours des siècles, jusqu'à une époque où le pouvoir absolu façonnait des destins terribles, où des rois au nom presque oubliés tenaient entre leurs mains la vie et la mort de milliers d'âmes. L'aube se levait sur Soissons en ce jour de l'an de grâce 568. Les premiers rayons du soleil caressaient les murs de pierre de la villa royale, mais leur chaleur ne parvenait pas à dissiper le froid qui régnait dans les cœurs. Chilpéric Ier, roi des Francs, fils de Clotaire, se tenait devant la fenêtre de sa chambre, contemplant son royaume d'un regard sombre. Ses doigts tapotaient nerveusement le rebord en pierre, tandis que son esprit calculateur élaborait de nouveaux plans pour consolider son pouvoir. « Seigneur, la princesse wisigothique est arrivée », annonça un serviteur en s'inclinant profondément, craignant visiblement la réaction de son maître. « Oh, qu'elle attende », répondit Chilpéric d'une voix tranchante comme l'acier de son épée. Dans les couloirs froids du palais, Galsuint, princesse wisigothique récemment arrivée d'Espagne, attendait, tremblante. Son mariage avec Chilpéric n'était qu'une alliance politique, elle le savait. Mais les rumeurs concernant la cruauté du roi franc avaient traversé les Pyrénées bien avant qu'elle ne les franchisse elle-même. « Ne craignez rien, madame », murmura sa suivante en ajustant le voile qui couvrait les cheveux dorés de la princesse. Le roi sera certainement charmé par votre beauté. Mais dans ses yeux, Galsuint pouvait lire la même peur qui étreignait son propre cœur. Ce que la princesse ignorait encore, c'est que son sort était déjà scellé. Chilpéric n'avait consenti à cette union que pour s'approprier la riche dot de Galsuint et pour apaiser temporairement les tensions avec le royaume wisigothique. Dans l'ombre des appartements royaux attendait Frédégonde, concubine du roi, dont l'ambition n'avait d'égal que sa cruauté. Cette princesse étrangère ne restera pas longtemps parmi nous, avait-elle promis à ses fidèles, un sourire glacial aux lèvres. Le roi m'appartient, et bientôt le trône aussi. À quelques lieues de là, dans un modeste atelier de Soissons, Théodebert, un artisan forgeron, martelait une lame avec une vigueur née de l'inquiétude. « Les taxes ont encore augmenté », dit-il à son fils qui activait le soufflet. « Le roi prétend financer ses guerres contre ses frères, mais c'est dans ses coffres que disparaît notre argent. » Le jeune garçon hocha gravement la tête, déjà conscient, malgré ses 12 ans, de la précarité de leur existence sous le règne de Chilpéric. « Est-ce vrai ce qu'on dit, père ? Que le roi a fait tuer sa première épouse ?» demanda-t-il d'une voix à peine audible par-dessus le bruit du marteau. Théodebert jeta un regard anxieux vers la porte avant de répondre. « Les murs ont des oreilles, mon fils. Et sous le règne de Chilpéric, les paroles imprudentes peuvent coûter plus que de simples pièces d'or. »
Les semaines passèrent, et le destin de Galswint suivit le cours tragique que beaucoup avaient prédit. Une nuit de brouillard, alors que le palais dormait, des ombres se glissèrent dans la chambre de la reine. Au matin, on la trouva étranglée dans son lit. Une mort naturelle, proclama Chilpéric devant sa cour. Mais personne n'osa contester cette évidence mensongère. Moins d'une semaine plus tard, Frédégonde prenait la place de l'infortunée princesse, et le règne de terreur s'intensifiait. Dans son atelier, Théodebert apprit la nouvelle comme tous les habitants de Soissons. « Nous devons être plus prudents que jamais, dit-il à sa femme, alors qu'ils partageaient un maigre repas. J'ai entendu dire que le roi envoie maintenant des collecteurs d'impôts accompagnés de soldats. Ceux qui ne peuvent payer sont emmenés. Sa femme serra contre elle leur plus jeune enfant. « Et qu'advient-il d'eux » demanda-t-elle, bien qu'elle connût déjà la réponse. Certains reviennent après avoir travaillé comme esclaves sur les terres du roi. D'autres, il laissa sa phrase en suspens, le regard perdu dans les flammes du foyer. Pendant ce temps, à des centaines de lieues au sud, un autre souverain imposait sa volonté par le fer et le feu. Léovigild, roi des Wisigoths, beau-père de la défunte Galswint, avait appris la mort suspecte de sa fille. Son visage austère, encadré d'une barbe grisonnante, ne trahissait aucune émotion lorsqu'il reçut la nouvelle, mais ceux qui le connaissaient bien pouvaient voir la tempête qui couvait dans ses yeux gris. « Les Francs paieront pour cette trahison, » murmura-t-il à son conseiller. « Mais d'abord, nous devons consolider notre royaume. » Et par consolider, tous savaient qu'il entendait éliminer toute opposition, particulièrement religieuse. Car Léovigild, fervent défenseur de l'arianisme, ne tolérait pas la foi catholique qui gagnait du terrain dans son royaume. Ces hérétiques divisent notre peuple et affaiblissent notre pouvoir, déclara-t-il lors d'un conseil. Ils doivent se convertir ou subir les conséquences de leur obstination. Ainsi commencèrent les purges qui allaient marquer son règne d'une tache indélébile. Des villages entiers, soupçonnés d'abriter des catholiques, furent rasés. Des prêtres furent exécutés en public, leurs églises transformées en temples ariens ou réduites en cendres. À Tolède, capitale du royaume wisigothique, un jeune moine catholique nommé Isidore se cachait dans les catacombes avec d'autres fidèles. « Le roi a perdu l'esprit », chuchotait une femme en serrant son chapelet. On dit qu'il a fait exécuter son propre neveu pour avoir refusé d'abjurer sa foi. Isidore, qui deviendrait plus tard un chroniqueur de cette sombre époque, gravait chaque récit dans sa mémoire. L'histoire jugera ces tyrans, pensait-il, en écoutant les prières murmurées dans l'obscurité humide des souterrains, si nous survivons pour la raconter. De retour à Soissons, la vie de Théodebert devenait chaque jour plus difficile. Les exactions de Chilpéric s'intensifiaient, alimentées par ses guerres constantes contre ses frères et par l'influence néfaste de Frédégonde. Le roi a ordonné que tous les artisans fournissent gratuitement des armes pour ses soldats, annonça un voisin qui revenait du marché. Ceux qui refusent sont accusés de trahison. Théodebert serra les poings. Travailler sans compensation signifiait la famine pour sa famille, mais s'opposer au roi équivalait à une condamnation à mort. Cette nuit-là, réunis autour du feu mourant, Théodebert et sa femme prirent une décision déchirante. « Nous partirons avant l'aube », murmura-t-il en rassemblant quelques outils qu'il pourrait transporter. Mon cousin à Reims nous accueillera peut-être. La ville est sous l'autorité de Sigebert, frère de Chilpéric. On dit qu'il est moins cruel. Sa femme acquiesça silencieusement, commençant déjà à rassembler leurs maigres possessions. Dehors, la pluie commençait à tomber.
comme si le ciel lui-même pleurait sur le sort des innocents pris dans les jeux de pouvoir des rois sanguinaires. L'aube n'avait pas encore percé l'horizon lorsque Théodebert et sa famille quittèrent leur modeste demeure de Soissons, emportant uniquement ce qu'ils pouvaient porter sur leur dos. Le voyage vers Reims fut éprouvant, mais la promesse d'une vie meilleure sous un souverain moins tyrannique les maintenait en mouvement. Nous avons échappé à Chilpéric, mais d'autres royaumes connaissent des sorts tout aussi funestes, murmura un voyageur qu'ils croisèrent sur la route, un marchand qui avait parcouru les terres chrétiennes. Ah! Avez-vous entendu parler de Jean Santerre, le roi d'Angleterre? Voilà un monarque dont la cruauté n'a d'égal que son incompétence. Le marchand leur raconta comment, au début du XIIIe siècle, Jean, frère cadet de Richard Cœur de Lion, avait accédé au trône d'Angleterre dans des circonstances troubles, après la mort mystérieuse de son neveu Arthur de Bretagne. Les rumeurs disent qu'il l'aurait assassiné de ses propres mains, chuchota le marchand en regardant autour de lui, comme si les espions du roi pouvaient l'entendre même à des centaines de lieues. Mais ce n'était que le début de ses méfaits. Son règne a été une catastrophe sans précédent pour le peuple anglais. Installé pour la nuit dans une auberge misérable, Théodebert et sa famille écoutèrent avec effroi le récit des exactions de Jean Santerre. Le roi avait imposé des taxes si écrasantes que même les nobles se trouvaient ruinés. Il extorquait de l'argent aux orphelins dont il avait la tutelle, vendait les héritières aux plus offrants et emprisonnait les femmes et les enfants de ceux qui osaient s'opposer à lui. En l'an 1205, poursuivit le marchand, il a exigé un 13e des revenus de tous les biens meubles et immeubles du royaume. Les gens l'appelaient la taxe du 13e penny, et beaucoup ont dû vendre leurs outils de travail pour la payer. Plus désastreux encore fut son conflit avec le roi Philippe Auguste de France. Par son arrogance et sa mauvaise gouvernance, Jean a perdu presque toutes les possessions anglaises en France, expliqua le marchand. La Normandie, l'Anjou, le Maine, la Touraine, des terres que son père Henri II et son frère Richard avaient défendues avec acharnement, sont tombées comme des fruits mûrs dans les mains du roi français. Les barons anglais ne lui ont jamais pardonné cette humiliation. La femme de Théodebert serra son enfant contre elle, reconnaissante d'avoir échappé à un sort similaire sous Chilpéric. Le lendemain, ils reprirent leur route vers Reims, accompagnés par un moine voyageur qui avait écouté silencieusement les histoires de la veille. « Si vous trouvez Jean Santerre cruel, dit-il doucement, que diriez-vous de Pierre Ier de Castille ?» Le moine, qui se nommait frère Mathieu, avait séjourné dans plusieurs monastères d'Espagne et avait été témoin des horreurs perpétrées par celui qu'on surnommait déjà Pierre le Cruel. Son règne a commencé en l'an 1350, quand il n'avait que 15 ans, et la terreur s'est abattue presque immédiatement sur la Castille. Frère Mathieu leur raconta comment Pierre avait fait assassiner des nobles à sa cour, sans procès ni jugement, souvent pendant des banquets auxquels il les avait lui-même conviés. Un jour, il invita Don Fadric, son demi-frère, à dîner au palais de Séville. Alors que Don Fadric se présentait sans méfiance, Pierre ordonna à ses gardes « Tuez le maître de Santiago ». Les hommes hésitèrent, ne comprenant pas cet ordre soudain contre un invité royal. Pierre, furieux de ce délai, cria « Traître, à ce bâtard qui est mon ennemi !» Don Fadric fut massacré sur place, son sang éclaboussant les murs du palais. Le moine baissa la voix, comme s'il craignait que les murs eux-mêmes ne l'entendent. J'ai consigné ces atrocités dans les marges des manuscrits que je copiais. C'est dangereux, mais quelqu'un doit témoigner pour l'histoire. Il leur montra un petit carnet usé qu'il gardait caché sous sa robe. Ici, j'ai noté comment Pierre a fait exécuter Blanche de Bourbon, sa propre épouse, après l'avoir emprisonnée pendant des années. Comment il a fait tuer le roi de Grenade, venu chercher sa protection.
comment il a ordonné l'exécution de Samuel Lévy, son trésorier juif, après l'avoir torturé pour lui extorquer ses richesses. Arrivés aux portes de Reims, Théodebert et sa famille remercièrent leurs compagnons de route pour leurs récits édifiants. Frère Mathieu leur fit ses adieux en murmurant « Je continuerai à écrire dans les marges, à témoigner des crimes que les chroniques officielles taisent. Un jour, peut-être, les peuples comprendront que le pouvoir sans contrôle mène toujours à la tyrannie, qu'il soit entre les mains de Chilpéric, de Jean Santerre ou de Pierre le Cruel. » Le forgeron acquiesça gravement, espérant que Sigebert, le frère de Chilpéric qui régnait sur Reims, serait effectivement le souverain plus clément qu'on lui avait promis. Le soleil déclinait sur Reims lorsque Théodebert et sa famille s'installèrent dans leur nouvelle demeure, un modeste logis près des remparts de la cité. Les semaines passèrent, apportant une paix relative sous l'autorité de Sigebert, bien différente de la terreur quotidienne qu'ils avaient connue à Soissons. Un soir d'automne, alors que le forgeron travaillait le métal dans sa nouvelle forge, un marchand byzantin entra, demandant la réparation d'un coffret métallique. « Vous semblez apprécier votre vie ici » remarqua l'étranger, en observant Théodebert marteler avec application. « Votre roi Sigebert paraît juste, contrairement à bien d'autres. Dans ma patrie, nous avons connu le pire des tyrans, Andronic Comnène, dont la fin fut aussi terrible que son règne. » Le marchand, nommé Nikétas, raconta alors comment Andronic Ier Comnène avait pris le pouvoir à Constantinople en l'an 1183, après avoir assassiné le jeune empereur Alexis II qu'il était censé protéger. Pendant 3 années, la terreur régna dans la cité impériale. Andronic fit exécuter des familles entières de nobles, exposant leurs têtes sur des pics le long du Bosphore. Les prisons regorgeaient de suspects, et chaque jour apportait son lot de supplices publics. Il fit crever les yeux à ses opposants, empaler d'autres et brûler vifs ceux qui osaient simplement murmurer contre lui. Théodebert frissonna, reconnaissant dans ce récit les échos des cruautés de Chilpéric. Mais ce qui distingue l'histoire d'Andronic, poursuivit Nikétas en baissant la voix, c'est sa chute spectaculaire. Lorsque les navires de Guillaume II de Sicile apparurent devant Constantinople, le peuple, exaspéré par des années de terreur, se souleva. Andronic tenta de fuir déguisé en simple marin, mais fut reconnu et capturé. La foule, en colère, le traîna jusqu'à l'hippodrome où commença son supplice. On lui arracha les cheveux et les dents, on lui creva un œil, on versa de l'eau bouillante sur son visage, avant de le hisser par les pieds entre 2 colonnes. Même là, suspendu et mutilé, il gardait une dignité étrange, murmurant seulement « Kyrie eleison » « Seigneur, ayez pitié ». Un homme dans la foule lui plongea finalement une épée dans le ventre, mettant fin à ses souffrances. Le récit terminé, Théodebert remit le coffret réparé au marchand qui ajouta pensivement « Savez-vous ce qui est remarquable ? Après Andronic, les empereurs byzantins durent prêter serment de gouverner avec justice et modération. Sa tyrannie engendra paradoxalement des limites au pouvoir impérial. » Cette réflexion résonna profondément chez le forgeron qui se souvint des paroles de frère Mathieu sur les chroniques cachées dans les marges. Il en va de même en Angleterre, intervint un client local qui écoutait. Après les abus de Jean Santerre, les barons l'ont forcé à signer la Grande Charte limitant ses pouvoirs et établissant des droits pour ses sujets. La tyrannie porte en elle les germes de sa propre destruction. Dans les mois qui suivirent, Théodebert entendit de nombreux récits similaires. Un pèlerin revenant d'Espagne raconta comment, après Pierre le Cruel, les Cortés de Castille avaient renforcé leur pouvoir face à la couronne. Un vieux lettré expliqua que même Chilpéric, malgré sa cruauté légendaire, avait involontairement renforcé le pouvoir des assemblées franques qui cherchaient à contrebalancer son autorité.
C'est comme si chaque tyran, sans le vouloir, enseignait au peuple à se protéger du suivant, conclut Théodebert un soir en partageant ses pensées avec sa femme. 10 années passèrent. Le fils de Théodebert, maintenant apprenti dans l'atelier de son père, revint un jour d'une visite à l'abbaye voisine, troublé par ce qu'il avait entendu. Père, les moines racontent l'histoire de Chilpéric différemment de ce que nous avons vécu. Certains manuscrits le décrivent comme un roi lettré et pieux, protecteur des arts. Comment est-ce possible? Théodebert sourit tristement. L'histoire est écrite par ceux qui survivent, mon fils. Les puissants façonnent leur mémoire comme je façonne le métal. Mais la vérité persiste dans les récits que nous nous transmettons, dans les témoignages comme ceux de frère Mathieu. Un jour de printemps, alors que Théodebert vieillissant contemplait la cathédrale en construction, un jeune clerc s'approcha de lui. « Vous êtes le forgeron qui a fui Soissons sous Chilpéric, n'est-ce pas? J'ai trouvé votre nom dans les marges d'un manuscrit de frère Mathieu. Sachez que ces chroniques secrètes ont été recopiées et circulent maintenant parmi les lettrés. Vos témoignages sur Chilpéric, comme ceux sur Jean Santerre et Pierre le Cruel, nourrissent une nouvelle façon de penser le pouvoir royal. » Le vieil homme sentit une chaleur l'envahir à l'idée que leur souffrance n'avait pas été vaine. Les légendes transforment parfois les monstres en héros et les héros en monstres, murmura Théodebert en regardant les nuages défiler au-dessus de Reims. Mais la vérité finit toujours par trouver son chemin, même si elle doit se glisser dans les marges de l'histoire. Il pensa à tous ces rois terribles dont les excès avaient, ironiquement, contribué à forger des sociétés plus justes, comme le feu de sa forge transformait le métal brut en outil utile. La mémoire de ces souverains continuerait à évoluer au fil des siècles, tantôt noircie, tantôt réhabilitée, mais leur héritage le plus durable résidait peut-être dans les protections que les peuples avaient érigées pour ne plus jamais subir pareille tyrannie.